Bonjour, 44e cours d'informatique par Jacques-Olivier Lapeyre. Ce 44e cours est le premier cours d'une nouvelle série. Voilà, on peut considérer que les 43 cours les précédents, les 43 premiers, formaient une série qui avait ses petits objectifs à elle, et puis là maintenant on entame une nouvelle série qui a elle aussi ses petits objectifs à elle. Donc, si vous n'avez pas regardé les cours de la première série, ou si vous n'avez vu que certains d'entre eux, vous pouvez essayer de suivre la deuxième série à partir du cours que vous écoutez en ce moment. Je ne vous garantis pas que vous pourrez tout comprendre dans ce cas-là. Vous pourrez tout comprendre, soit si vous avez déjà vu la plus grande partie ou la totalité de la première série, soit si vous avez déjà un petit peu étudié la programmation informatique. Donc, l'objectif de la première série, qui a duré 43 cours, disais-je, c'était de faire un petit peu une plongée tête baissée dans l'informatique. C'est-à-dire que, bon ben voilà, on est parti de rien, hein, on a installé dans un premier temps DevC++, et puis dans un deuxième temps Emacs et Cygwin pour pouvoir commencer à écrire nos petits programmes. On a programmé en langage C, j'aurais pu choisir un autre langage, hein, c'est pas... je vais pas expliquer maintenant pourquoi j'avais choisi celui-là, c'est pas le... Une fois qu'on sera beaucoup plus calé en C que nous le sommes aujourd'hui, on pourra faire une critique précise de ce langage. Critique, en l'occurrence, ça veut dire on pourra expliquer dans quel cas c'est un bon langage et dans quel cas c'est pas un bon langage. Voilà. Il y a certains types de programmes qu'on aura intérêt à écrire soit dans ce langage-là, soit dans un autre langage qui a à peu près les mêmes qualités, et d'autres types de programmes pour lesquels ce langage n'est pas adapté, en fait. Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprendra à voir avec plus d'expérience qu'on en a pour l'instant. Bon, voilà. Donc, je vais terminer maintenant cette longue intro parce que je me dis que celui qui ou celle qui est en train là de m'écouter pour la première fois risque de se demander à quel moment le cours commence. Donc, on va le commencer tout de suite en disant que l'objectif de la deuxième série, ça va être de faire de l'algorithmique. Donc, c'est un mot que je vais écrire, hein, algorithmique. Voilà. Et donc, l'algorithmique, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des algorithmes. Voilà, donc on n'est pas plus avancé si on ne dit que ça. C'est-à-dire, il faudrait expliquer ce qu'est un algorithme et il faudrait expliquer ce que j'entends par étude. Voilà, par exemple, quand j'écris un petit algorithme qui, mettons, qui concatène deux tableaux de caractères, bon, ça c'est quelque chose qu'on a fait dans la première unité. Hein. Je ne saurais plus vous dire le numéro de la vidéo correspondante, mais on l'a fait. Quand j'écris ça, je ne fais pas de l'algorithmique. Et pourtant, j'écris bien un algorithme, mais je ne fais pas de l'algorithmique. En revanche, si je regarde l'algorithme en question, et si j'essaie de calculer le nombre d'opérations qu'il doit faire pour arriver à son résultat, parce que faire ce calcul-là, ça va me permettre d'essayer de voir si les programmes qui feront de la concaténation en ce moment-là seront plutôt rapides ou plutôt lents. Là, j'étudie un algorithme, quand je me pose une question comme celle-là. Donc autant dire que pour l'instant, on n'est même pas capable de définir ce qu'est l'algorithmique. Pour l'instant, plus on va avancer dans cette nouvelle série de cours, plus on sera capable de le dire. Bon. Bon, et plus on sera capable de faire aussi beaucoup d'autres choses plus intéressantes que juste définir ce que c'est. Bon, alors, maintenant, on va quand même arriver à des choses plus concrètes en disant, si on veut écrire des algorithmes, il faut qu'on définisse un langage particulier pour écrire nos algorithmes. Pour d'aujourd'hui, on va essentiellement définir ce que sont les types de données qu'on va manipuler et ce que sont les opérations
les opérations de base, on va dire, qu'on peut appliquer à ces types de données. Et la première chose à faire pour définir un langage algorithmique, c'est d'être capable de définir précisément des types de données et de définir pour chaque type de données de base qu'on va inventer un certain nombre d'opérations élémentaires. Par exemple, pour les nombres entiers, l'addition est une opération élémentaire. Voilà. Les types de données que nous allons manipuler. Premier type de données, hop, un type qu'on va appeler en langage algorithmique entier. Alors, on pourra l'écrire avec un E majuscule ou avec un E minuscule. On va dire que ça n'a pas d'importance. Voilà. Le langage algorithmique, c'est nous qui décidons. Hein. Enfin, nous, en l'occurrence, c'est moi, puisque c'est moi qui fais les cours, mais voilà. C'est, encore une fois, un langage algorithmique, c'est une convention entre deux êtres humains pour qu'ils puissent s'entendre et se comprendre. Bon. Donc, en langage algorithmique, on va inventer un type qu'on va appeler entier et qui va représenter des nombres entiers. Par exemple, 5 est de type entier. Voilà. Je peux aussi définir une variable de type entier. Dans un algorithme, pour définir une variable de type entier, alors je vais appeler ça une variable entière. Hein. Variable entière, ça voudra dire variable de type entier. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire var comme variable. Et puis, mettons ma variable, je vais l'appeler i. Puis après, je vais mettre 2 points. Et après, je vais mettre entier. Ça, c'est une convention que vous avez déjà vue dans notre première série de cours. Si dans un algorithme, j'écris ça, ça veut dire que i, c'est une variable. Et que dans cette variable, je vais ranger un entier. Voilà. Donc, si j'écris ça dans un programme, quelque part ou dans un algorithme, quelque part dans l'ordinateur qui est supposé faire tourner le programme, il y aura un petit bout de mémoire réservé qui s'appellera i. Voilà, je vais faire une étiquette sur laquelle je marque i. Ça veut dire que cet emplacement mémoire, c'est le contenu de la variable i. Et si je dis que i est de type entier, ça veut dire que là, il y a assez de place pour stocker un entier. Bon. Donc vous savez que quand on programme en langage C, il est possible qu'un entier, par exemple, occupe 4 octets de la mémoire. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà dit. Mais en langage algorithmique, on va ne pas se soucier de savoir quelle est la taille que prend un entier en mémoire. Voilà. D'ailleurs, on va supposer que l'entier peut être aussi grand qu'on veut. Voilà. Il n'y a pas de taille, il n'y a pas de valeur maximale pour un entier en langage algorithmique. Par exemple, en langage C, si on code nos entiers sur 4 octets avec un bit de signe, ça ce sont des choses qu'on a déjà évoquées par le passé, donc je ne reviens pas là-dessus, vous savez que la plus grande valeur possible que peut prendre un tel entier, c'est 2 milliards et des poussières, 2 milliards, 147 millions, etc. Bon. Donc autant dire que si à un moment on veut manipuler des nombres plus grands que ça, des nombres entiers plus grands que ça en langage C, on est obligé d'utiliser d'autres types que le type de base entier en langage C. Bon. Hein, qui se note int, int, je vous le rappelle, mais bon, à mon avis, vous ne l'avez pas oublié. Hein. Bon, mais en langage algorithmique, on va considérer qu'ils peuvent être aussi grands qu'on veut, et que quelle que soit la taille des nombres, les opérations élémentaires qui s'appliquent sur ces nombres prennent le même temps pour s'exécuter. Bon. Alors, quelles sont les opérations élémentaires? Bon, et bien, premièrement, la première opération à définir, c'est l'affectation. Voilà, l'affectation, par exemple, c'est... Alors, on va noter ça comme ça. Si j'écris i reçoit 17, ou ranger 17 dans i, ça veut dire la même chose.
Voilà, on va prendre deux façons de l'écrire différentes. Cette opération représentée par une flèche s'appelle l'affectation et ça consiste à ranger la valeur 17 dans la variable i. Donc là, hop, je refais mon petit dessin tout à l'heure. Voici la petite zone de la mémoire appelée i et hop, quand je fais ça, il y a cette partie de la mémoire qui est réservée et l'étiquette i qui est collée dessus. Et si après avoir exécuté cette première ligne, l'ordinateur exécute celle-là, il va ranger 17 dans i. Hop là. Deuxième opération sur les entiers, ça va être l'affichage. Voilà, je peux écrire en langage algorithmique afficher i. Donc là, si la troisième ligne de mon programme c'est afficher i, eh bien, ça va afficher 17 sur l'écran. Voilà, ce que je vais mettre ici, dans ce petit rectangle, ce sera ce qui apparaît à l'écran. Je dis, voilà, j'ai une variable dans mon programme qui s'appelle i, qui contient un nombre entier. Ensuite, je range 17 dans i. Voilà, et puis, hop, afficher i, ça va afficher 17, puisque dans i, il y a 17. Bon, là, on a deux opérations qui sont l'affectation et l'affichage. Mais alors, attention, l'affectation, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Parce que si j'écris ça, il reçoit 17,5. Donc, petit rappel, en informatique, la virgule, des nombres à virgule, c'est pas une virgule, c'est un point. Hein. En langage algorithmique, on écrira aussi ça avec un point. Si j'écris ça, eh bien, mon algorithme n'est pas correct. Parce que j'ai déclaré i comme une variable de type entier, comme une variable entière. Donc dans i, je peux mettre n'importe quel entier, mais je ne peux pas mettre autre chose qu'un entier. J'ai pas le droit d'écrire i reçoit 17,5 si j'ai déclaré i comme un entier. Donc un type, ça se respecte strictement en langage algorithmique. Après, les langages de programmation ont tous leur petite philosophie. Il y a certains langages qui vont être intraitables sur ce genre de choses. Par exemple, ranger un nombre décimal dans une variable de type entière, dans certains langages de programmation, c'est rigoureusement impossible. Et il y a d'autres langages de programmation qui, au contraire, vous laisseront à peu près faire n'importe quoi. Hein, vous pouvez ranger des pommes dans des poires, ça ne les dérange pas. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a tout un tas de niveaux de sévérité intermédiaires entre les deux. Bon. En langage C, par exemple, vous avez tout à fait le droit de ranger 17,5 dans une variable de type entier, sachant que si vous le faites, il y a quand même des chances que le compilateur râle un petit peu. Il compilera quand même vos programmes, mais en émettant un avertissement. Enfin, c'est pas obligé. Il émettra un avertissement uniquement si vous l'avez configuré exprès pour ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprendra à faire dans peu de temps. Parce que dans la première série de cours, on a utilisé le compilateur GCC avec son niveau de sévérité par défaut, mais bientôt on fera en sorte qu'il soit un petit peu plus restrictif, en sorte par exemple qu'il se mette à nous émettre au moins des avertissements si on écrit une chose comme ça qui n'est pas supposée être correcte. Bon, voilà, donc du coup je remets 17 dans i. Ensuite, il y a d'autres opérations qu'on va définir dans notre langage algorithmique pour les variables entières. Ce sont les 4 opérations arithmétiques. Voilà, qui sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc, dans notre langage algorithmique, on va faire comme en langage C, on définira la multiplication par l'astérisque, l'espèce d'étoile du pavé numérique, là, et la division par le slash. Bon. Et on va définir une 5e opération qu'on va appeler mode, ce qui est l'abréviation de modulo. Voilà, et cette opération-là, ça va être le reste de la division entière.
Voilà, donc là, ça nécessite peut-être une petite explication. Par exemple, attendez. Non, petite erreur. La division, on ne va pas la représenter par un par un slash. On va la représenter par le mot-clé div en algorithmique, en langage algorithmique. En langage C, on l'écrit avec le slash, effectivement. Mais nous, on va définir un opérateur qu'on va appeler div. Bon, pour notre langage algorithmique. Donc, exemple, vous divisez 13 par 3. Vous dites 3 fois 4, ça fait 12, donc il reste 1. Donc, vous avez ici, là on a fait une division entière, parce que je peux continuer après la virgule si je veux, mais cette opération-là s'appelle une division entière. Et ça s'appelle le quotient, petit rappel de collège, voire d'école primaire, et ça le reste. Bon, eh bien, dans notre langage algorithmique, si vous calculez 13 div 3, ça va vous donner 4. Ça vous donne le quotient. Et si vous faites 13 mod 3, ça va vous donner 1. Ça va vous donner le reste. On peut avoir besoin de temps en temps, quand on écrit un algorithme, de calculer le reste d'une division entière. Donc ça, on le fera avec l'opérateur mod. Bon. Et alors pour l'instant, pour les nombres entiers, on va définir que ces opérations-là. Dans un premier temps, on n'aura besoin que de celles-là. Après, peut-être qu'il faudra en ajouter d'autres. Par exemple, des opérations trigonométriques, hein, calculer un cosinus ou un sinus, je ne sais pas. Selon les besoins, selon ce qu'on voudra programmer à l'avenir, on sera amené à étendre le langage algorithmique qu'on est en train de définir là. Bon, maintenant, on va définir un autre type de données. Un type de données qui, lui, va être beaucoup plus pauvre que le type entier. Ça va être le type caractère. Hop. Type caractère. Voilà. Donc, on peut dire que une variable quelconque, que mettons j'appelle Toto, est de type caractère. Voilà. Et puis, bon ben, on va définir quelques opérations de base sur les caractères. Donc la première, ça va être évidemment l'affectation, qu'on va à nouveau représenter par une flèche, dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, je veux ranger le caractère A minuscule dans la variable Toto, je peux l'écrire comme ça, ou comme ça. Bon, et attention, les caractères, on les mettra toujours entre deux cotes. Donc première opération, c'est l'affectation qui fonctionne comme l'affectation des entiers. Ensuite, deuxième opération, l'affichage. Voilà, je peux très bien écrire afficher le contenu de la variable Toto. Dans ce cas, ça affichera le caractère petit a sur l'écran, sans les cotes qu'il y a autour. Bien sûr, ça affiche que le caractère lui-même. Troisième opération, ce sera une opération que je vais appeler l'addition. Mais alors attention, on n'additionne pas deux caractères, on additionne un caractère et un entier. Par exemple, si je prends le caractère D minuscule et que je lui ajoute 1, ça donnera E minuscule.
Donc, si j'écris afficher D minuscule plus 1, eh bien, il y a E minuscule qui va sortir sur l'écran. Voilà, donc c'est une opération addition un petit peu spéciale parce que c'est une addition entre un caractère, une variable de type caractère, et une variable de type entier. L'addition de deux entiers, ça a un sens. Ça, on le sait tous depuis notre année de CP. Additionner un caractère et un entier, ouais, ça peut avoir un sens. Par exemple, si j'ajoute 1 à un caractère, ça me donne le caractère suivant. Bon. Mais additionner deux caractères, quel sens ça pourrait avoir on pourrait toujours définir une concaténation. Mais le résultat de la concaténation de deux caractères, ça ne peut pas être un caractère. Ça peut être une chaîne de caractères, mais pas un caractère. Bon, on ne va pas compliquer inutilement les choses. On définit trois opérations, en fait, il va y en avoir une quatrième tout à l'heure, sur les caractères, qui sont l'affectation, l'affichage et l'addition entre un caractère et un entier. Et on va ajouter une quatrième, donc, et dernière à ce jour, même si à l'avenir on pourra étendre notre langage algorithmique, on va ajouter une autre opération sur le caractère que je vais appeler ASCII. Voilà. Donc, exemple, ASCII de A minuscule, ça me donnera 97. Donc ASCII, c'est une opération qui s'applique à un caractère et dont le résultat est un nombre entier. Voilà. Et cette opération-là va convertir un caractère en sa position dans la table ASCII. Par exemple, le A minuscule est en 97e position. Bon, alors si ASCII ça vous dit rien, allez voir le 4 ou 5e, je sais plus, je crois que c'est le 5e cours que j'avais fait, qui doit remonter au 4 ou au 5 août 2012, quelque chose comme ça, où j'explique de quoi il s'agit. Bon, en tout cas, on ne va pas s'en servir dans l'immédiat de cette opération-là, donc y a, là tout de suite, c'est pas grave si vous ne voyez pas ce que c'est. Faudra vous y intéresser bientôt sans que j'ai besoin de vous le rappeler, mais dans l'immédiat, je mentionne juste que ça existe pour ceux qui ont déjà suivi les vidéos précédentes. Bon, ok, troisième type de données dont on va parler aujourd'hui. Le troisième type de données qu'on va voir aujourd'hui, c'est un type qui s'appelle chaîne de caractères. Type chaîne de caractères. Voilà, que on appellera aussi chaîne tout court, parce que ça nous permettra de raccourcir un petit peu nos algorithmes. Bon, donc je peux déclarer une variable de type chaîne. Les opérations qu'on va définir seront évidemment l'affectation et l'affichage. Il y en a d'autres, hein, ça arrive. Voilà, donc affectation. Tiens, je vais ranger la chaîne de caractères bonjour dans la variable bibi. Donc les chaînes de caractères, on les notera comme on a toujours fait jusque-là, entre guillemets. Bon, voilà un exemple d'affectation. Ensuite, l'affichage. Si je fais afficher bibi, eh bien, sur l'écran, ça affichera bonjour. Sans les guillemets, bien sûr. Voilà. Et je peux aussi faire afficher au revoir.
ça affichera au revoir. Bon, donc il y a une différence entre ces deux trucs-là. Ici, j'ai mis des guillemets, donc ça veut dire qu'il faut afficher la chaîne de caractères au revoir. Ici, j'ai pas mis de guillemets, ça veut dire qu'il faut afficher non pas BIBI, mais la chaîne de caractères qui est stockée dans la variable BIBI. Si je ne mets pas des guillemets autour, c'est que je désigne bien une variable. Voilà, donc si je mets afficher BIBI sans guillemets, eh bien, ça veut dire, tiens, voyons voir ce qu'il y a dans la variable BIBI. Oh, il y a bonjour dedans. Bon, donc j'affiche bonjour. Alors que si je mets afficher Bibi avec des guillemets, évidemment, c'est plus bonjour qui s'affiche, mais Bibi. Même si dans la variable Bibi, il y a la chaîne bonjour. Bon, quelles sont les autres opérations à définir sur les chaînes? On a déjà dit la concaténation. Concaténation. Voilà. Alors, la concaténation, on ne va pas la représenter avec l'opérateur plus. J'avais dit au début de cette vidéo que, après tout, on pouvait très bien définir une sorte d'addition sur des chaînes et que ça... En fait, ce plus, ça pourrait être le nom de la concaténation, blablabla. Bla. Bon, moi, j'aime pas trop ce genre de choix-là parce que je trouve qu'on a naturellement tendance, quand on voit plus, à penser à une addition numérique, c'est-à-dire l'addition naturelle, quoi. Bon, donc, la concaténation, on va utiliser un autre symbole pour la représenter, donc, pourquoi pas le point. Voilà, par exemple, bonjour, point, espace, ça va donner la chaîne BONJOUR, espace. Voilà, donc les espaces, comme on ne peut pas les matérialiser sur des ardoises, je vais les représenter en utilisant ce symbole-là. Ce symbole-là, ça représentera un espace. Si je concatène la chaîne bonjour, BONJOUR, avec la chaîne qui contient juste un espace, ça donne une chaîne où il y a bonjour et puis espace. Bon, et je peux concaténer autant de chaînes que je veux à la suite. Par exemple, je peux concaténer bonjour avec un espace et avec la chaîne Toto. Bon, et ben tout ça, ça va donner une seule chaîne dans laquelle il y aura les caractères BONJOUR, espace, TOTO. Donc voilà, une opération de plus pour les chaînes, la concaténation. Bon. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce qu'il y a d'autres opérations qu'on peut définir d'ores et déjà sur les chaînes de caractères. Donc la concaténation qu'on représentera par l'opérateur point. Voilà, il y a aussi l'accès à un caractère de la chaîne. Voilà, accès à un caractère. Voilà, et ça, on utilisera pour ça l'opérateur crochet-crochet. Donc, si vous vous rendez compte que c'est la même notation que pour les tableaux, c'est pas une erreur et c'est pas non plus un hasard, évidemment. Bon, les tableaux, c'est quelque chose qu'on a étudié déjà quand on a fait notre premier plongeon dans le langage C pendant la première série de cours. Et c'est quelque chose qu'on va revoir dans notre nouvelle série de cours où on parle spécialement d'algorithmique. Bon, mais on va quand même voir une petite utilisation tout de suite de ce truc-là. Par exemple, je dis voilà, var, allez, une variable que je vais appeler... j'ai pas envie de mettre des totos et des titis cette fois. Bon, ben alors je vais mettre tata, voilà, hop. Une variable que j'appelle tata, qui sera de type chaîne. Voilà, et dans la variable tata, je vais ranger la chaîne... La chaîne, bon ben encore bonjour, hein, voilà, à croire que j'ai décidé de surtout pas faire original. Hein. Bon, alors je peux dire, tiens, affiche ou afficher tata. Afficher, allez. Voilà, ça va afficher,
Hop. B-O-N-J-O-U-R. Je peux aussi dire afficher tata E. Hop, tata 2-0 avec des crochets comme ça. Ça va afficher le premier caractère de tata, donc ça va afficher un B. Voilà. Pourquoi? Parce que ça, c'est tata de 0, ça c'est tata de 1, tata de 2, tata de 3, tata de 4, tata de 5, tata de 6. Voilà. Il y a 7 caractères dans ma chaîne, ils sont numérotés de 0 à 6. Bon. Après, tiens, je peux aussi modifier un caractère. Par exemple, je peux écrire tata de 3 reçoit allez, Y. Le caractère Y. Je vais ranger le caractère Y dans la case numéro 3 de tata. Donc 0, 1, 2, 3. C'est le J qui va être remplacé par un Y. Résultat, si ici je fais afficher tata, ça va afficher la chaîne bonjour. Voilà, parce que j'ai remplacé le J par un Y en écrivant ceci. Donc j'insiste sur quelque chose qui paraît évident quand on a l'habitude de l'algorithmique et de la programmation, mais qui n'est pas forcément pour tout le monde. Au début, quand on est débutant, c'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est que si j'écris ce petit algorithme-là, première étape, je range bonjour dans tata, et après je mets afficher tata, donc c'est bien bonjour qui s'affiche. Ça affiche pas bonjour sous prétexte que j'ai mis ça. Pourquoi? Parce que les instructions s'exécutent par défaut du haut vers le bas. Donc d'abord on exécute cette ligne, ce qui crée une variable tata de type chaîne de caractères. Ensuite, on met bonjour dans cette variable, et ensuite on affiche le contenu de cette variable. Donc c'est bien bonjour qui s'affiche. Ensuite, quatrième étape, on affiche tata de 0, donc juste le premier caractère c'est un B minuscule. Et ensuite seulement, on va modifier la chaîne en mettant Y dans la case numéro 3. Donc c'est qu'à partir du moment où on a exécuté cette ligne-là, la cinquième, que dans la variable tata, il n'y a plus la chaîne bonjour, mais la chaîne bonjour. Bon. Et puis, à la fin, on dit afficher tata, donc ça affiche bonjour. Parce qu'entre-temps, il s'est exécuté ce truc-là. Donc ça veut dire qu'en informatique, et si vous avez suivi la première série de cours, vous le savez déjà, ça veut dire qu'en informatique, le contenu d'une variable peut changer au fur et à mesure qu'un programme s'exécute. Il faut dire que si ce n'était pas possible, il y a des tas de choses qu'on aurait du mal à faire. Bon. Voilà. Donc on va donner une dernière opération, définir une dernière opération sur les chaînes de caractères. Hein, enfin la dernière pour aujourd'hui. Et cette dernière opération, ça va être la longueur. Hop. Voilà. Longueur d'une chaîne, ça donne le nombre de caractères qu'il y a dedans. Par exemple, dans tata, il y a 7 caractères qui sont numérotés de 0 à 6. Donc je dis que la longueur de tata, c'est 7. Voilà. Je peux très bien créer une deuxième variable de type entier que j'ai appelée L comme longueur, hein, dans mon algo. Voilà, j'ai une variable tata de type chaîne, une variable L de type entier. Dans tata, je vais ranger bonjour, et dans L, je vais ranger longueur de tata. Donc cette opération que je définis qui s'appelle longueur, elle prend en paramètre une variable de type chaîne de caractères, et elle donne un entier. Et cet entier, c'est la longueur de la chaîne. J'ai deux types de données différents. L'opération longueur s'applique sur une chaîne de caractères, mais le résultat de son application, ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est un nombre entier, qui est la longueur de la chaîne. Voilà. Alors, une petite remarque, si la longueur d'une chaîne
est égal à n, alors les différentes cases de la chaîne sont numérotées. Alors les caractères de la chaîne sont numérotés de 0 à n-1. Alors, je pourrais décider arbitrairement de les numéroter plutôt de 1 à n. On fait le choix qu'on veut. En plus, les numéroter de 1 à n, ça correspondrait assez aux habitudes des mathématiciens. Bon. Mais je préfère les numéroter de 0 à n-1 tout simplement parce que quand on programme en langage C, les caractères stockés dans une chaîne de caractères sont numérotés à partir de 0. Si la chaîne est longueur n, ils sont numérotés de 0 à n-1 et non de 1 à n. Bon, on a un dernier type de données à voir aujourd'hui et après ce cours va se terminer. C'est le type booléen. Donc là, même si vous avez suivi toutes les vidéos précédentes, ça va être nouveau pour vous. Enfin, ça va être nouveau sans l'être. Voilà. Alors, le type booléen, c'est pas compliqué. C'est un type spécial qui a que deux valeurs possibles. Deux valeurs possibles. Une qu'on notera vraie et l'autre qu'on notera faux. Voilà, donc par exemple, je peux définir une variable titi de type booléen et par exemple, je peux ranger faux dans titi ou vrai. L'un ou l'autre, pas les deux à la fois. Si j'écris titi reçoit faux puis titi reçoit vrai, bon ben à l'exécution du programme, titi vaudra faux puis ensuite il vaudra vrai, mais après cette ligne-là, il vaudra vrai tant que je la rechange pas la valeur. Donc ça sert à rien d'enchaîner ces deux lignes. Il vaut mieux mettre que celle-là, ça va plus vite. Bon, hein, on ne peut pas mettre deux valeurs en même temps dans une variable. Donc, voilà, dans Titi, je peux ranger soit vrai, soit faux. Et rien d'autre. Je ne peux pas écrire Titi reçoit 1, ou Titi reçoit le caractère petit t, ou Titi reçoit la chaîne de caractères bonjour. Non, 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 non. Si je déclare Titi comme une variable booléenne, dans Titi, je peux mettre soit vrai, soit faux. Voilà, c'est tout. C'est tout. Bon, ça a une utilité. Ça a une utilité parce que, par exemple, je peux écrire si Titi, alors afficher OK. Je peux écrire ça dans un algorithme. Si Titi est une variable de type booléenne, écrire ça, c'est la même chose que écrire si Titi est égal à vrai, alors afficher OK. Bon, c'est un petit peu plus court de l'écrire comme ça. Ça veut dire la même chose. Et à ce moment-là, bon, ben, il y a deux possibilités. Si jamais je range faux dans Titi, qu'est-ce qui va se passer? Je commence à dire, voilà, je crée une variable Titi qui est de type booléen. Ensuite, dedans, je vais ranger faux. Et après, je dis, si Titi est vrai, alors afficher OK. Ah ben, comme Titi est faux, ça fait rien. Donc cet algorithme-là, ouais, je vais mettre des parenthèses là. Cet algorithme-là, il va rien afficher du tout. En revanche, si je mets vrai dans Titi, et là, quand je vais exécuter cette ligne, ça va donner si Titi est vrai, alors afficher OK. Ah, mais Titi est vrai. Donc, sur l'écran, je vais voir OK s'afficher. Donc, les booléens, on s'en sert tout le temps dès qu'on met des instructions conditionnelles. Bon, les instructions conditionnelles, on en a vu déjà, et on va en voir d'autres, et on va programmer beaucoup avec, évidemment, mais
Si vous êtes débutant en informatique et si vous n'avez pas vu aucune vidéo de la première série, vous ne savez pas encore comment ça marche forcément, mais bon, rien ne vous empêche d'aller voir des vidéos que vous avez manquées, et puis de toute façon, on sera amené à reparler de tout ça. Bon. Donc, le type booléen est très très important parce que il est très important parce que de temps en temps, on a besoin d'écrire des morceaux entiers de programme, par exemple des fonctions, qui renvoient soit vrai, soit faux. Bon, on a vu des exemples de ce genre dans nos cours précédents. Par exemple, on avait écrit une fonction qui s'appelait JSTR equal, et cette fonction, elle comparait deux chaînes de caractères, caractère par caractère, et c'est une fonction qui retournait 0 si les deux chaînes étaient différentes, c'est-à-dire si elles n'avaient pas les mêmes caractères dans le même ordre, hein, et qui retournait 1 si les deux chaînes de caractères étaient identiques. Bon. Et je vous ai fait écrire en C une fonction qui retourne soit 0, soit 1. Bon, ben ça aurait été plus logique de faire une fonction qui retourne soit vrai, soit faux, plutôt que soit 0, soit 1. Ça rend pas le programme illisible d'avoir mis 0 pour faux et 1 pour vrai. Mais en toute rigueur, une fonction qui a que deux résultats possibles, vaut mieux utiliser un type booléen qui est fait exprès pour ça, plutôt qu'un type entier. Parce que quand on dit on renvoie soit 0, soit 1, on renvoie un entier, et c'est pas logique de renvoyer un entier pour un truc qui a que deux valeurs possibles. C'est plutôt logique de renvoyer soit vrai, soit faux. De renvoyer donc un booléen plutôt qu'un entier. Le problème, c'est que le type booléen n'existe pas en langage C. Donc on l'a remplacé par un entier, mais c'est une utilisation un petit peu dénaturée des entiers. Bon, alors, certes, le type booléen n'existe pas en langage C, mais ça n'empêche pas que bientôt, on va voir comment manipuler quand même des booléens en langage C. On va ruser un peu. Hein. Bon, bref, donc là, pour terminer le cours d'aujourd'hui, je vais juste donner une dernière opération qui va s'appliquer à tous les types qu'on a vus là, ou l'opérateur, comme on veut, l'opération égale. Donc, cette opération, elle va être définie soit pour deux entiers, soit pour deux caractères, soit pour deux chaînes de caractères, on pourrait la définir aussi pour deux booléens, mais on risque de s'en mêler les pinceaux si je parle de ça tout de suite, donc je ne l'écris pas et on verra ça à l'occasion. Donc, exemple, je peux écrire ça. Exemple, je peux écrire ça. Exemple, je peux écrire ça. Donc, on va expliquer ce que ça signifie, parce que ça vous a peut-être un peu choqué, mais bon. Donc, je vais bien séparer les trois, là, voilà. Donc, l'opération égale, c'est quoi? C'est un test d'égalité. Ce truc-là, ça peut s'appliquer soit sur deux entiers comme là, soit sur deux caractères comme là, soit sur deux chaînes de caractères comme là. Bon. Et comme toute opération, elle a un résultat, et ce résultat a un type. Et là, le résultat est de type booléen. Donc, c'est soit vrai, soit faux. Par exemple, 5 égale 7, ça vaudra faux. Pourquoi? Comme vous vous en doutez, parce que les nombres 5 et 7 sont pas égaux, tout simplement. Bon. Là, ça vaudra vrai. Parce que le caractère petit a et le caractère petit a sont égaux. Et ça vaudra faux, parce que même si les deux chaînes de caractères commencent pareil, elles commencent toutes les deux par TI, mais n'empêche que la chaîne de caractères Titi et la chaîne de caractères Titi Toto ne sont pas la même chaîne. Alors précision, l'opération égale que je définis sur les chaînes de caractères, en fait, va faire la même chose que notre fonction JSTR equal. C'est pas une comparaison de pointeurs, c'est une comparaison du contenu des chaînes. Donc si je veux savoir si le contenu de ces deux chaînes de caractères est égal,
En langage C, je ne peux pas écrire ça avec un simple égal ni avec un double égal. Il faut que je fasse appel à cette fonction qu'on a écrite, ou à toute autre fonction qui aurait un rôle équivalent. Mais en langage algorithmique, je peux l'écrire comme ça. Voilà. Donc à partir du moment où cette opération égale qui retourne un booléen, pardon, dont le résultat est un booléen, est définie, on peut écrire des tests, on peut commencer à écrire des petits tests pour faire des algorithmes un peu plus intéressants. Voilà, par exemple, je peux écrire variable A et B de type entier. Si je veux déclarer deux variables de type entier, je peux le faire en écrivant ça comme ça. Au lieu de faire une ligne pour A et une ligne pour B. Bon, je vais déclarer deux variables A et B de type entier. Je vais ranger un certain calcul, je ne sais pas, par exemple, 3 fois 5 plus 1 dans A. Voilà. Je vais ranger autre chose dans B, par exemple 2 fois 8. Bon, et là, 3 fois 5 plus 1, ça fait 16, et 2 fois 8, ça fait 16. Donc, après ces deux affectations, dans les variables A et B, il y a la même chose. Donc, je vais dire, si A est égal à B, donc A égale B, je vous rappelle, c'est une expression booléenne qui vaut soit vrai, soit faux. Et dans ce cas-là, ça vaudra vrai, puisque 16 est bien égal à 16. Hein. Si A égale B, alors afficher OK. Voilà. Sinon, afficher raté. Voilà. Donc là, si j'exécute ce petit algorithme-là, ça devrait afficher OK, puisque j'ai mis le même nombre là et là. J'ai mis 16 là et 16 là. Si j'enlève ça, j'ai 15 là et 16 là. Dans ce cas, le test A égale B va donner faux, et du coup, ça affichera pas OK, ça affichera raté à l'écran. Voilà. Donc, sur ce 44e cours se termine. Donc, je l'enregistre le 13 novembre 2012. Il sera publié quelque part entre aujourd'hui même et le 30 novembre. Ce sera au plus tard le 30 novembre. Et bon, ben le suivant devrait être publié, lui, au plus tard une semaine après celui-ci. À bientôt.